Salut à tous, bienvenue dans cette après-séance qui va être consacrée à ce deuxième volet de la trilogie du Hobbit, la désolation de Smaug. Aujourd'hui avec moi, j'ai à nouveau Patrick. Salut. Ça va bien depuis l'année dernière? Ça va, ouais. Patrick avec qui j'avais fait le premier après-séance de cette chaîne, consacrée donc au premier volet du Hobbit à l'époque. C'est bien ce petit rituel qu'on a mis en place. Chaque année, Chaque année. Je trouve ça sympa. Ouais. On a encore une année, après il faudra trouver un autre film. Heureusement que c'est pas une chaîne qui est consacrée à ça, parce que sinon il y aurait... Ça va être un peu chaud, Ouais. mais bon. Donc, l'année dernière on avait parlé du premier volet, je vais peut-être faire un rapide retour sur ce qu'on avait dit. Ouais. À ce moment-là, juste pour recontextualiser, pour les gens qui n'auraient pas envie de se farcir la demi-heure d'après-séance sur le premier volet, en gros on avait eu le même avis, on avait trouvé que le film avait un équilibre instable entre d'un côté le fait de vouloir adapter le Hobbit pour ce qu'il était, un conte avec son approche légère, et de l'autre reproduire en fait tout ce qui faisait le succès du Seigneur des Anneaux. Et finalement, les deux tons se nuisaient un peu l'un à l'autre, puisque on avait du mal finalement à ressentir une notion de danger pour des personnages qui font des chutes de 200 mètres et qui se relèvent en s'époustant. Et ensuite, les velléités un peu épiques et Seigneur des Anneaux mettaient un peu hors sujet tout ce qui était adapté finalement fidèlement du Hobbit, comme la scène des trolls, Forcément. où les nains sont à la broche et ça n'a pas l'air grave, comme tu disais à l'époque. Vu que le livre n'a pas le même ton à la base que Le Seigneur des Anneaux, tout le challenge était de réussir à faire deux films avec des tons cohérents, alors que le matériau de base est très différent, quoi. C'est ça. Ouais. Donc c'était une sensation finalement d'étalement de peu de matériaux sur un support beaucoup trop grand. Et donc après ce visionnage du deuxième volet qu'on a pu voir en VO, contrairement au premier, ça fait plaisir. Pas en 3D, faut peut-être le préciser. Pas en 3D. C'était soit de VO, soit 3D. C'est ça. On a vite tranché, mais... Ouais. Donc on va peut-être faire comme l'année dernière. Qu'as-tu pensé de ce film? Parce que cette fois nos avis divergent un peu. Ouais, alors je pense que j'étais dans les bonnes dispositions psychologiques pour le voir, parce que quand on avait vu le Hobbit, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus spectaculaire, de plus ambitieux, et j'avais été un peu déçu, je m'étais un petit peu ennuyé, d'ailleurs je m'étais même endormi, on en avait parlé dans la précédente vidéo. Là, vu que j'attendais pas grand chose, j'ai été plutôt agréablement surpris. J'ai trouvé que c'était du grand spectacle avec des personnages nouveaux venus assez attachants, des situations assez épiques. Moi j'ai passé un bon moment, et autant la dernière fois j'étais pas fâché que ça s'arrête, autant là, j'aurais bien apprécié que ça dure encore un petit peu. Donc cette fois, t'as pas eu la sensation de trop peu de matériaux étirés sur un trop grand support? Parce que c'est long quand même. J'ai le sentiment que ça se voyait moins. C'est vrai que la première fois, j'avais vraiment l'impression que tout ceci avait été étalé comme une trop petite noisette de beurre sur une énorme tartine. Comme là, disait Bilbo. j'ai trouvé que le découpage, l'écriture faisait que c'était bien rempli. En fait, on avait même l'impression qu'il y avait trop à dire pour ces 3 heures, alors qu'en réalité, c'était plutôt l'inverse. Ah oui. C'est le Finalement, sentiment que ça m'a très fait. peu est raconté finalement dans ce film. Mais beaucoup de choses se passent. On a l'impression qu'ils essaient de caler un maximum de trucs, comme si justement il avait fallu réduire l'histoire originale, alors que c'est l'inverse, il a fallu la développer. Mais avec un découpage surprenant par rapport au livre, puisque quand ils ont pris la décision de découper finalement le film l'œuvre non pas en 2 films mais en 3 films, ils ont réaménagé un petit peu la manière dont les 3 films allaient s'articuler, ce qui donne vraiment une construction assez étrange. Alors, on va faire des spoilers, c'était un petit besoin de préciser. Bon, je vais mettre au-dessus du titre de la vidéo. Mais, par exemple, terminer le film comme il est terminé, là, avec Smaug qui va attaquer Dale, finalement. Et le film se termine sur Bilbo qui fait « What have we done ?» énorme spoiler, on peut pas plus spoiler en fait. Voilà. Vous avez été prévenus, hein? Oui. Si on a lu le livre, on sait que Smaug va à Dale, et il se fait canner. Donc, à partir de là, pourquoi construire le 3e film, en commençant par le climax du livre? Parce qu'après cet événement, il se passe plus grand chose dans le livre. On pouvait même imaginer que la fin du film serait la fin du livre, et que le 3e serait une invention totale, finalement, c'est quasiment ça. Ouais, mais comme on en parlait, c'était ce qui était prévu à l'origine. Quand Guillermo del Toro devait réaliser, il devait faire un film avec une adaptation du Hobbit et un film qui fasse la jonction entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, racontant notamment la manière dont le nécromancien s'avère être Sauron. C'est comme on l'apprend dans ce deuxième volet du Hobbit.
Sauf que, comme on le disait, il y a une 60aine d'années entre les deux. Voilà. Donc c'est difficile de remplir l'intervalle. Ça, c'est le truc qui m'a posé le plus de questions dans ce film. Si Gandalf comprend qu'en fait les nécromanciens est Sauron, si il tombe sur ses armées, si ses armées se mettent en marche, pourquoi au début du Seigneur des Anneaux il va être c'est Sauron, je pense. Ouais. Je vais aller enquêter, je pense. Mais oui, tu l'as déjà vu, c'était il y a 60 ans, il était là. Voilà, donc je comprends pas trop. Il y aura sans doute une pirouette scénaristique pour expliquer que tout à coup Gandalf découvre que Sauron est revenu, puisque là donc ça fait 50 ans qu'il le sait, donc quand le Seigneur des Anneaux démarre. Ouais. Et puis surtout, oui, le fait, enfin moi ce qui m'a frappé quand on voit les armées de Sauron se préparer, là encore spoil évidemment, c'est que pendant les 50-60 années à venir, les 60 années qui séparent le Seigneur des Anneaux du Hobbit, Sauron va préparer ses armées. Voilà, ça va continuer comme ça. Et tout le monde sera au courant finalement. Et Gandalf aura subi un lavage de cerveau peut-être. Voilà, pour ne rien faire et attendre une 50aine d'années pour le redécouvrir. C'est comme un poisson rouge qui tourne dans un aquarium et qui redécouvre le même truc. Voilà. Ah mais c'est Sauron. Et il retourne. Ah mais c'est Sauron. Exactement. Donc moi, à mon humble avis, je pense que le 3e épisode va être consacré à expliquer tout ça. Ah mais ils sont bien obligés parce que s'ils ont commencé vraiment là. Ce que j'ai quand même, j'ai toujours de grosses réserves vis-à-vis de cette trilogie du Hobbit. Je suis pas convaincu du tout par cet épisode, mais ce qu'on doit lui reconnaître quand même, c'est il a choisi un camp. Il a arrêté de prétendre vouloir adapter fidèlement le Hobbit. Il n'y a pas une espèce d'équilibre instable encore. Là, il va carrément, il y a encore quelques éléments un petit peu légers de conte, mais il va carrément dans la dimension épique en se disant, bon, on refait le Seigneur des Anneaux, point barre. Ouais. Au moins, il est cohérent vis-à-vis de ça. Donc, le 3e film, effectivement, sera, je pense, construit autour de ça, parce que techniquement, dans le 3e film, il reste la mort de Smaug et la bataille des 5 armées. On a quasiment épuisé tout le matériau scénaristique du livre. Ce qui doit faire une 50aine de pages dans le bouquin. Après, je sais qu'ils vont bien sûr étirer que la bataille des 5 armées va faire, je sais pas, 1 heure, comme, je sais pas, la bataille de Minas Tirith à la fin du Retour du Roi. Mais ça suffit pas à faire un film. Et d'ailleurs, ils se doivent de faire une bataille encore plus épique qu'elle ne l'est dans le Retour du Roi, alors que sur le papier, c'est pas le cas du tout. Mais ils seront obligés de s'y tenir. Parce que sur le papier, c'était pas le cas, c'était spécial parce qu'à la fin du Hobbit, on voit pas cette bataille. Enfin, on voit le début. Parce que Bilbo se prend un caillou sur la tête, s'évanouit. Quand il se réveille, c'est terminé, voilà. Et c'est terminé. Ils vont profiter de ça pour meubler et imaginer des trucs. C'est peut-être là-dessus qu'ils vont étirer les 3 heures de film sur cette bataille. Non, mais ils auraient dû appeler ce film pas le Hobbit. Déjà, j'ai pas eu l'impression de voir un film sur Bilbo. C'était plus un film sur Thorin, ce 2e épisode, donc le titre Le Hobbit déjà est un peu décalé. Ils auraient dû appeler ça, je sais pas, une reconstruction basée vite fait sur la construction du Hobbit, ça aurait été un peu plus cohérent. Un peu long pour l'affiche. Et les chroniques, les chroniques du Hobbit ou quelque chose comme ça. Chroniques de Terre du Milieu, les contes de la Terre du Milieu, comme il l'avait appelé. Mais alors cela dit, beaucoup de scènes épiques et spectaculaires dans ce film, notamment l'évasion des trolls du royaume des elfes. Des trolls, des nains. Des nains, absolument. Ouais. Du royaume des elfes, donc cette scène de poursuite sur l'eau, à base de tonneaux. Qui fait penser à du Buster Keaton. Oui, en fait, il y a une espèce de... Là, pour le coup, j'ai eu tendance dans ce film à être vite lourdé par certaines scènes d'action qui étaient vraiment trop lourdes, toujours trop, et surtout beaucoup trop d'imagerie numérique qui nuit un petit peu à la crédibilité. Et là, ça m'a montré que c'était encore une fois une question de dosage, parce que sur cette scène, j'ai vraiment pied mon pied. Très efficace. Très vraiment chorégraphié, habilement, très drôle. Bombure qui dans son tonneau qui l'éclate et qui devient une espèce de méca tonneau. Ça pourrait être ridicule, mais c'est ridicule, mais c'est assez drôle. C'est assumé, voilà. C'est vrai qu'il y a le côté, comme tu dis, un peu burlesque, un peu... D'ailleurs, Philly, ou Skilly, c'est celui qui se prend une flèche dans le genou. Est-ce que c'est une référence à Skyrim, la flèche dans le genou? Ah oui, c'est vrai, Skyrim. Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Oui, là, c'est vrai qu'il faut peut-être expliquer cette référence pointue. Oui. Donc, c'est dans le jeu Skyrim, il y a un personnage qui dit avant j'étais un guerrier, mais j'ai pris une flèche dans le genou. Voilà. Effectivement, il n'est pas impossible que les scénarios... Après, peut-être que dans le livre, je sais pas, il se prend réellement une flèche, j'en sais rien. Non, parce qu'en fait, quand il s'échappe en tonneau, c'est pas du tout ça, il n'y a pas une scène d'action et tout ça, il se planque dans les tonneaux, les elfes balarguent les tonneaux, et puis ils dérivent jusqu'à des... Peut-être qu'il y a une référence glissée au geek, c'est jouable. Ouais. Vraiment, la référence au bouquin dans ce film c'est pas ça qui m'a gâché le film ou qui m'a gâché mon plaisir. Je m'interroge juste sur les choix de structure des films, encore une fois, comme on a dit au début quand on parlait. Ouais. Mais
Je m'attendais vraiment à détester par exemple les apparitions de Legolas, qui a rien à faire dans ce film, étant donné qu'il n'est pas dans le bouquin, et de Toriel, ce personnage enfin pas inspiré du tout, interprété par un Evangeline Lilly, qui n'existe pas dans le bouquin. Qui est parfaite. Et finalement, qui est parfaite. Tu disais effectivement, elle a un air de lutin elfe qui est parfait pour le rôle. C'est vraiment taillé sur mesure et je pouvais pas m'empêcher de remarquer que c'était donc la deuxième fois qu'un acteur de Lost intervenait dans l'univers du Seigneur des Anneaux, puisque donc dans la première trilogie c'était Dominique Moynihan. Voilà. Mais ils sont sortis ensemble d'ailleurs. Pardon. Ils sont sortis ensemble les deux dans la vraie vie. Donc il y a une espèce de... Et peut-être même que c'est lui qui l'a recommandé, on ne sait pas. En tout cas, dans le rôle de l'elfe Sylvestre, moi je l'ai trouvé parfaite, c'est irréprochable. Mais on peut même trouver un troisième clin d'œil à Lost dans la forme vaporeuse de Sauron, cette fumée noire. Alors peut-être que je vais chercher. Oui, quand il se bat avec Gandalf, effectivement. Ouais. Oui, fumée noire, voilà. Exactement. Mais bref, tout ça pour dire que je suis pas du tout à cheval sur le bouquin parce que Legolas et Toriel sont presque ce que j'ai préféré dans le film. Vraiment, c'était bien amené. Finalement, Legolas, bon, effectivement, dans l'histoire de la Terre du Milieu, c'est le fils de Thranduil, le chef des elfes, qui est brillamment interprété par Lee Pace, qui est vraiment très bon, qui joue un elfe plus gangsta. Et qui s'est fait remarquer, si je ne m'abuse, par The Fall. Je crois que c'était lui dans The Fall. Ouais, c'est lui qui joue The Fall, dans The Fall. Ouais. Et je crois qu'il s'est fait remarquer dans le film par Peter Jackson, parce que le film est extraordinaire. Si vous n'avez pas vu The Fall, voyez-le. Il a joué dans le dernier Twilight aussi. Ah, ça je l'ai pas vu. Voilà, excuse-moi. Mais je ne l'ai pas vu non plus. Si, je l'ai vu. Merde. Mais non. Donc il est très bon. Et Legolas est particulièrement charismatique, je trouve, dans ce film-là. Il est plus sombre que dans la première trilogie. Non mais voilà, quitte à partir vraiment dans le fait total d'assumer que le Hobbit est juste un matériau vague de base et qu'on va broder à partir de là, quitte à bien broder, ok, ça passe. Et vraiment, Legolas et Toriel, encore une fois, pas de souci, ça le faisait quoi. Oui, on peut dire que c'est vraiment un prétexte pour décliner l'univers du Seigneur des Anneaux. Voilà, en partant d'un matériau de base, mais en l'ouvrant au maximum, comme c'était le cas par exemple pour le film de Richard Kelly The Box, dans lequel on a une courte nouvelle à l'origine que le réalisateur a développé et il a comblé les vides de la nouvelle avec son imagination. Et c'est un petit peu ce qui se passe aussi pour ce Hobbit. On a une histoire assez brève à l'origine, et là donc on a pu voir tous les ajouts que les scénaristes ont pu injecter dedans pour que ça tienne 3 heures. Et moi je trouvais que c'était un remplissage qui passait assez bien, quoi. Pour peu qu'il soit assumé comme tel, moi j'ai aucun problème avec ça. Pour peu que vraiment les intentions soient claires à la base, et ce que je reprochais au premier volet, c'était surtout que ses intentions n'étaient pas claires et que le film ne choisissait vraiment pas son camp. Donc une fois qu'il l'a choisi, je trouve ça dommage après que le Hobbit n'ait pas été adapté en tant que tel, vraiment pour ce qu'il est, mais pourquoi pas. Après, alors, ce qu'on se disait aussi, c'est que pour beaucoup de gens, le Seigneur des Anneaux, c'est aujourd'hui d'abord un film, d'abord une trilogie. C'est ça. Et du coup, le réalisateur, les producteurs étaient tenus de donner au public une trilogie au moins équivalente en taille, en puissance, en démesure, et ils n'avaient pas tellement le choix, quoi. S'ils avaient fait un seul film d'1h30 ou de 2 heures qui raconte simplement l'histoire il n'aurait pas fait 1h30 ou 2 heures, je pense. Hein. Il aurait sans doute été déjà, même 3 heures pour raconter la seule histoire du Hobbit, c'était même déjà trop, quoi. Donc ils étaient tenus de faire ce super Hobbit pour combler les attentes du public, quoi. Ah, c'est ça. Je pense que 2 films vraiment auraient été bien. C'est ce qui était vraiment, encore une fois, prévu à la base. Mais pour revenir aussi aux velléités épiques, toi donc t'as beaucoup aimé l'action dans ce film ? Je trouve qu'il y a beaucoup d'action, qu'elle est bien menée et que tout ceci est bien rythmé. J'ai trouvé que il y avait un bon dosage d'action et de scènes plus posées, plus calmes, avec des scènes d'exposition de nouveaux personnages, comme le personnage c'est Bard. Qui est un très bon personnage s'appelle Luke Evans, charismatique et attachant, et donc j'ai trouvé que tout ceci était bien dosé et que oui, c'était assez bien rythmé, quoi. Je trouve pas qu'il y a force de trop d'imagerie numérique, il y a une espèce de normalisation de l'action qui fait que moi en tout cas c'est la réaction que j'ai eue.
J'adorais dans le Seigneur des Anneaux ces espèces de travelling inversé, enfin je sais pas comment on appelle ça, un jargon cinématographique, quand t'as, je sais pas, la compagnie qui commence en sens là, et t'as cette espèce de travelling dans l'autre sens, et t'as une espèce de mouvement, enfin de dynamique qui est vraiment, qui marche vraiment. Il y a que ces plans maintenant dans le Hobbit, qui en plus sont vraiment, ils ont un cachet numérique. Je crois que j'ai un problème avec cette imagerie, moi. Elle me jette hors de ça. C'est pour ça que de tout ce que Jackson a adapté du Seigneur, de Tolkien, mon préféré reste La Communauté de l'Anneau, que beaucoup de gens pensent être un film plutôt chiant, lent, en tout cas lent, et n'être qu'un prologue pour ce qui suivra dans le Retour du Roi et les deux tours, qui est vraiment le cœur du truc. Mais La Communauté de l'Anneau, pour moi, avait tous les partis pris nécessaires pour adapter ça. Sur ce côté organique. Quand c'était dans la forêt, on sentait la moiteur des feuilles. Il y avait vraiment un équilibre superbement bien respecté entre l'image numérique et le fait d'ancrer organiquement à l'écran ce qui se passe. Parce que même avec les ordinateurs et les animateurs les plus performants du monde, je suis désolé, mais Azog et Bolg, je vois que ce sont des créatures, même s'il y a une performance capture, je vois que c'est modélisé numériquement, et ça me gêne. Surtout quand tu vois la substance d'un acteur réel maquillé. Gollum, parce que on m'a souvent, dans les commentaires de la première chronique, beaucoup de gens me disent pourquoi tu dis pas Gollum. Gollum, c'est juste la prononciation à l'anglaise. Et comme j'ai vu les films surtout en VO, je le prononce donc à l'anglaise. Moi, je dois dire que sur un plan visuel, comme toujours d'ailleurs avec les films tirés de l'univers du Seigneur des Anneaux, je suis sidéré par la beauté des paysages, des décors. Là encore, on a le Royaume des Elfes qui est magnifique. C'est très beau. Après, c'est une question de goût, mais moi, j'avoue que je suis assez client. Et pour les scènes d'action et la débauche d'effets numériques, je trouve là aussi que c'est de plus en plus maîtrisé, de plus en plus fin. Alors forcément, il y a toujours des scènes où on distingue des comédiens intégrés sur fond vert. Et là, bon, forcément, ça fait un petit peu sortir du film, mais je trouve que on va de plus en plus loin et que la distinction est de plus en plus délicate. Je pense à Gravity, notamment, qui est un film en 3D en réalité, quoi. Gravity, c'est un film d'animation, on peut le dire. C'est quasiment de l'image de synthèse de bout en bout, et on ne le voit plus. En fait, toutes les techniques sont tellement accumulées dans ce film. J'avais dit que c'était de la performance capture dans ma préséance, mais il y a vraiment un mélange d'énormément de choses. Mais on peut considérer que c'est un film d'animation avec intégration du visage des comédiens. Et là, d'une certaine manière, je trouve que donc dans le Hobbit, on a des scènes sublimes et spectaculaires qui sont quand même très maîtrisées. Alors évidemment, il y a toujours des petites imperfections qui font qu'on sait que c'est synthétique, et c'est regrettable parce qu'on n'a pas encore la substance de la matière réelle, mais je sens que très bientôt on ne fera plus aucune différence. Alors, est-ce que c'est un bien ou pas, je sais pas, mais... Et on pourra animer un nain géant en or à la fin du film et en faire un méca nain. Oui, ça il faut en parler, pareil, énorme spoil sur le final. Donc on voit les nains affronter le dragon, et le chef des nains, face au dragon, lui déclare que le peuple des nains va se venger de lui. Et là il se passe un truc, une espèce de gang de pierres qui s'effondre, et là on a un nain géant en or, mais plutôt... Mais qui ressemble à un chocolat de Pâques enrobé de papier aluminium jaune. Exactement. Et là, on a ce plan caractéristique des scènes de créatures géantes qui ouvrent les yeux sur son visage. Et on a le nain géant doré face au dragon, et moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient nous faire un final à la Pacific Rim, quoi. J'étais sûr que la vengeance des nains, c'était ça. Un nain qui s'articule et qui met des bons pifs à un nain robot géant. Voilà, bon, ils l'ont pas fait. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a ce moment un petit peu entre deux trucs où le nain apparaît, Smaug le regarde, et il y a ce moment d'incertitude où on se dit pourquoi, qu'est-ce que c'est, dude. Et puis en plus de ça, tu essaies de faire. Mais oui, et puis est-ce que c'est frais comme moulage, parce que l'or est encore liquide, mais c'est ça. Oui, on sait pas trop. On ne saura jamais. C'est pas dans le livre ça, parce que moi je m'en souviens pas du tout. Non, il y a beaucoup de choses qui... Mais encore une fois, toute la scène d'action à la fin, il y a de bonnes choses dedans, mais c'est vraiment, c'est trop long. Enfin, à mon goût, en tout cas, c'était beaucoup trop long. Et il y avait un truc aussi dont je voulais parler, on en avait un petit peu discuté en sortant de la salle. C'était certains choix de narration qui étaient un petit peu difficiles à saisir. Par exemple, l'anneau, il est établi et le fait que les animaux parlent, les araignées géantes parlent, Smaug parle, ok, ils parlent dans le bouquin, c'est totalement bien. Mais ils ont essayé de le justifier, ou on dirait en tout cas au milieu du film qu'ils ont essayé de le justifier par le truchement de l'anneau, parce que Bilbo met l'anneau,
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il entend les araignées parler. Ouais. Ça se reproduit avec, je sais pas, j'ai envie de dire Sauron, mais Smaug. Ouais. Il met l'anneau, il entend à ce moment-là Smaug parler. Mm. Là, je m'étais dit, putain, c'est bien vu ça, scénaristiquement. Ils ont pu contourner ce truc typique d'un conte pour le réancrer avec cette petite astuce dans un truc un peu plus réel et un peu plus dramatique. Alors mais qu'au non, final, il enlève l'anneau et Smaug continue à parler. Donc j'ai pas trop compris et c'est même valable pour les araignées, puisqu'il y a cette scène où donc Bilbon se sépare de l'anneau. Il continue à à l'entendre. entendre les araignées parler. Ah, je m'en souvenais pas, ça. Si je ne m'abuse, je Ouais. crois. Possible. Alors je me suis dit, tiens, peut-être que le fait d'avoir écouté les araignées avec l'anneau fait que maintenant il peut comprendre le langage des araignées. Ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais vu qu'avec Mais pourquoi Smaug, pas ils ont fait fi de tout ça, ils se sont dit, bon ben voilà, Smaug parle et puis ça s'arrête là, c'est pas la peine d'avoir l'anneau pour l'écouter. D'ailleurs, j'ai trouvé que le comédien donc qui doublait Smaug était irréprochable. Cumberbatch, on ouais. y croit. Mais c'est celui qui Ça joue Sherlock fonctionne. dans la série Sherlock. Et Martin Freeman joue Watson dedans. Donc Smaug voilà. et Bilbo, c'est assez rigolo de les voir ensemble. Mais justement, quand on parlait de cette scène des araignées, il y a une scène qui était vraiment très bien faite. C'est quand on sent la dépendance qui commence à croître chez Bilbo concernant l'anneau. Oui. Cette scène est bien faite parce que l'anneau tombe, il essaie de le récupérer, t'as cette espèce d'araignée jaune, bizarroïde. D'Alien, Ça. de Facehugger. On aurait dit peut-être un bébé araignée géant. Bébé. Qui est assez bizarre, qui est pas forcément agressif. Il sort juste de son truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Et Bilbo le tue de sang-froid. Il le vit très mal. Ouais. Et on Sans s'attend qu'il pas commence, trop sur cette scène, mais Ouais. je trouve qu'il y a un truc qui se jouait vraiment super intéressant à ce moment-là, parce qu'il y a Ouais. une espèce de violence qui naît chez Bilbo, qui était assez surprenante. Et pour un film qui est pas finalement si axé sur lui que ça faisait plaisir de voir quand même que son personnage commençait à évoluer à Et travers ça. il y a aussi ce passage où donc quand Bilbo est donc à côté du dragon et qui met l'anneau pour disparaître, et là le temps d'un flash, on voit l'œil de Sauron parce que Sauron entre temps s'est réveillé face à Gandalf, etc. Et donc on a un aperçu de ce qui va arriver, mais le truc c'est que encore une fois, j'ai vraiment le sentiment que le film essaie de faire la passerelle entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, comme ça peut être le cas dans La Guerre des Étoiles par exemple, sauf qu'il y a une 50aine d'années entre les deux, et on a l'impression que pendant les 5 décennies qui séparent les deux films, les choses vont rester en stase, quoi, que ça va rester comme ça en fait. Ah, c'est ça, je sais pas comment ils vont s'en sortir. Donc, voilà, je pense que tout le challenge scénaristique du troisième, ça va être d'expliquer tout ça, quoi, de combler tout ça, de faire le pont. Ah, on peut conclure là-dessus peut-être. Donc t'attends quoi du troisième, toi? Alors, moi, ce que j'attends du troisième, c'est ça, c'est une passerelle narrative cohérente qui fasse le lien entre les deux séries, et je pense que comme à la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux, on aura peut-être un épilogue qui va se développer sur plusieurs années et qui va faire le lien avec le début du Seigneur des Anneaux. Je suis à peu près sûr qu'on verra Frodon. D'ailleurs, il me semble qu'on le voit au début du premier. On le verra sans doute à la fin du troisième. Et s'ils réussissent à faire ça, s'ils réussissent à faire un pont cohérent entre les deux, je pense qu'ils auront réussi leur pari. Plus qu'assurer encore une cohérence entre les Bilbo et le Seigneur des Anneaux, je pense que ça sera surtout une question de désamorcer le what the fuck du deuxième volet avec le réveil de Sauron. Je suis vraiment, je suis très curieux de voir comment ils vont éviter la catastrophe narrative. Parce que ça, on est d'accord, c'est une invention pure. Dans le Hobbit, c'est pas de l'invention pure parce que c'est basé sur des éléments, mais encore une fois, c'est étiré, et ensuite c'est de l'excroissance qui sort complètement du cadre de ce qu'était le récit. Il est pas établi que c'est Sauron. Jamais Sauron n'est prononcé dans le Hobbit. Dans le Hobbit, il parle de nécromancien. Voilà, il le mentionne. Gandalf s'en va au moment du récit, il revient, on sait pas trop ce qu'il est allé bidouiller, on sait qu'il enquête sur 2-3 trucs qui craignent un peu. Mais voilà. Après, je suis encore une fois pas du tout contre le fait de développer cette histoire, et ça donne vraiment des trucs de la tension dramatique qui est bonne, qui marche sur certaines scènes. Mais de développer à ce point, d'une manière qui a priori peut paraître contraire à ce qu'on voit dans le début des Seigneurs des Anneaux. C'est-à-dire que là, ils prennent la décision de réinventer la mythologie elle-même, quoi. Puisque donc ils décident de faire de ce nécromancien Sauron, ce qui n'est pas le cas sur le papier. Il est avéré ensuite, mais on l'apprend dans le Seigneur des Anneaux que le nécromancien c'était Sauron. Ok, mais donc. Ah non, mais c'est Sauron le nécromancien. Pas le risque d'inventer un truc. Ce qui me dérange, c'était la manière dont Sauron se révèle dans le Hobbit. Donc, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont faire dans le troisième. Il y a ce jeu esthétique entre l'œil de Sauron et Sauron lui-même. Et sa silhouette, la pupille qui se déforme. D'ailleurs, t'as un moment psychédélique dans le film où quand dans la pupille, tu as une espèce de truc. Il y a un petit côté final de 2000 ans Odyssée de l'espace avec cette plongée fractale dans l'œil de Sauron.
Donc oui, bah, pour conclure là-dessus, donc toi tu as plutôt apprécié et tu attends le troisième Ouais, à curiosité. ouais, tout à fait. Je l'attends à curiosité aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mais on verra bien. On verra ça. Bon, Ouais. et ben à l'année prochaine. Rendez-vous dans un an, ça Rendez-vous fait. dans un an. Salut. Salut à tous. J'espère que vous avez aimé cette après-séance qui est le premier volet de la série cinéma en fait. Et maintenant nous allons enchaîner avec la séquence gaming, donc avec l'épisode 2 de Dead Rising 3 avec Mister B-Boy 45. Ça arrive tout de suite sur le plateau du Dark Knight Show. Je suis sincèrement désolé, mais c'est déjà la fin de notre émission. Donc il faut faire les dédicaces comme à notre grande habitude. Donc je salue Catcharea, Planet Catch, WWDVD, le Catch c'est mon dada, ma chaîne sport, AB1, l'ACE et l'Aya Catch. Voilà pour la petite séance dédicace. Si vous voulez entendre la vôtre, n'hésitez pas à nous la demander via UC ou le site du Dark Snake Show. Donc l'URL s'affichera en bas de l'écran. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.